Dans cette vidéo, je vous partage en détail et en toute transparence la stratégie d'investissement que j'ai élaborée pour un gendarme que j'ai récemment accompagné dans l'élaboration de sa stratégie d'investissement. Avec son accord, je vais vous partager avec détail tous les chiffres qui le concernent pour que vous puissiez faire un parallèle sur votre situation et vous projeter dans la prise de hauteur à avoir pour élaborer la meilleure des stratégies d'investissement à mettre en place pour faire l'investissement le plus rentable et surtout l'investissement qui vous correspond. Je vous partage tout ça dans cette vidéo et je vous retrouve juste après l'introduction. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous partager le patrimoine d'un gendarme que j'ai accompagné récemment sur l'élaboration de sa stratégie d'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous partager avec détail toute la prise de hauteur, toute la prise de recul que j'ai eue sur l'analyse des chiffres qui le concernent au niveau de ses revenus, au niveau de son épargne et au niveau de ce qu'il pouvait s'offrir à lui pour investir dans l'immobilier. Je vous partage tout avec détail et on commence tout de suite. Alors, au niveau de ce gendarme que j'ai eu la chance d'accompagner, bien évidemment pour des notions de secret professionnel, on ne va pas diffuser son identité, on ne va pas évoquer son prénom, on ne va pas évoquer sa localisation géographique, puisque typiquement certaines personnes qui regardent la vidéo pourraient tout simplement le connaître. Tout ce que je peux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui est gendarme depuis plusieurs années, qui est âgé aujourd'hui de 24 ans, qui est logé aujourd'hui à titre gratuit en caserne et qui jouit au niveau de ses revenus d'un salaire de 2 700 € net par mois avant impôt, 2 300 € de base de salaire et en moyenne 400 € de prime par mois et qui à côté au niveau de son épargne a 30 000 €. Maintenant que le décor est posé et que vous voyez qu'une grande majorité d'entre vous peut se retrouver au travers de cette personne, je vais maintenant rentrer dans le détail et vous donner toute la prise de hauteur que j'ai eue sur cette situation personnelle. Au fur et à mesure, vous allez voir, je vais vous faire apparaître les chiffres en détail puisque ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre en ayant les éléments sous les yeux qu'en m'écoutant tout simplement. Alors, le premier raisonnement, avant de se dire « Ok, let's go, je vais investir dans l'immobilier et qu'est-ce que me propose ma capacité d'endettement ?» Eh bien, c'est tout simplement de se poser d'abord sur sa situation personnelle à soi-même. C'est-à-dire, est-ce que, avant même d'aller voir la banque et de dire « je gagne autant, sur le papier, vous pouvez me prêter autant », est-ce que la banque va avoir envie de me prêter ? En effet, lorsqu'on veut investir dans l'immobilier, la banque ne va pas regarder que notre capacité d'endettement, elle va également regarder notre comportement bancaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on épargne ? Est-ce qu'on a des découverts ? Est-ce qu'on a par exemple des addictions au jeu d'argent? Ce sont des points que les banques vont regarder. Alors typiquement au niveau de ce gendarme, pas d'addiction au jeu d'argent. Il faut savoir que pour les personnes qui ont l'habitude, que ce soit d'aller au casino, que ce soit de faire des paris sportifs, les banques vont rester dans une dynamique où si on est sur quelqu'un qui va jouer en moyenne un peu moins de 5% de son salaire, ça va rester cohérent et ça va être vu comme du plaisir. Si à l'inverse, on est sur des sommes qui sont aléatoires, où ça peut être 100, 200, 500, 1000 €, avec des retraits, avec des gains, des sorties, des pertes, là tout de suite ça va faire peur à la banque. Et donc ça, premier point, quelqu'un qui joue au jeu d'argent, bien être clair sur le fait que la banque va se baser sur les 3 derniers relevés de compte et donc c'est important d'être clean là-dessus et de montrer aux banques qu'on n'a pas d'addiction au jeu d'argent et qu'on pourrait ne pas avoir un comportement dangereux demain avec les gains de notre futur investissement ou avec le crédit tout simplement qu'ils vont nous allouer. Deuxième point à regarder, c'est est-ce que tous les mois, on met de l'argent de côté. Dans le cadre de notre gendarme, il met 500 € par mois de côté. Aujourd'hui, la règle qui va être attendue par les banques pour se dire j'ai un bon profil en face de moi, c'est quelqu'un qui va être capable de mettre au minimum 10% de son salaire. Donc dans ce cas, à 2 700 € par mois de salaire, l'objectif c'est qu'ils mettent au minimum 270 € par mois de côté. Donc là-dessus, on est bon. Il a en effet certes l'avantage d'être hébergé à titre gratuit en caserne, donc c'est beaucoup plus facile pour lui d'épargner, mais comme il le dit, il est aussi dans une position où il se fait plaisir, et si il se restreignait un peu plus, ce qui ne l'empêcherait pas de vivre une vie agréable, il pourrait mettre beaucoup plus de côté et donc être dans une situation où il aurait la possibilité de dire aux banques « Regardez, non seulement l'équivalent du loyer que je ne paye pas, je le mets de côté, et en plus, je mets tout simplement 10% de mon salaire tous les mois. » Et là, je peux vous dire que quand vous faites ça, vous êtes ultra sexy pour les banques. Maintenant, le troisième point que va regarder la banque, au-delà du fait de est-ce qu'on a des découvertes ou des addictions et est-ce qu'on met bien minimum 10% de son salaire de côté tous les mois, c'est aujourd'hui, est-ce que l'épargne, elle est correctement répartie? En effet, lorsque l'on possède de l'épargne, il faut savoir une chose, c'est que on se dit souvent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets sur des livrets? Est-ce que je laisse sur mon compte courant? Est-ce que je fais de la bourse, de la crypto? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que j'achète des métaux précieux? Etc., etc. On peut avoir plein d'idées.
Et là-dessus, il y a une trame assez simple à suivre, et c'est celle que j'ai expliquée justement à notre ami gendarme, c'est que dans sa situation personnelle, il a la chance d'avoir 30 000 euros de côté. Sur ces 30 000 euros de côté, il a 10 000 euros qui sont sur son compte courant, 5 000 euros qui sont sur son livret A, 10 000 euros qui sont en crypto-monnaie et 5 000 euros qui sont au travers de son véhicule qu'il a payé comptant. Et là-dessus, en fait, premier warning, c'est que la répartition de son épargne n'est pas la plus optimale. En effet, aujourd'hui, quelqu'un qui veut optimiser son patrimoine de la meilleure des façons doit garder le raisonnement suivant. À partir du moment où on est salarié ou fonctionnaire, la banque va s'attendre à ce qu'on ait minimum 3 mois de salaire de côté. C'est-à-dire que dans son cas, en gagnant 2700 euros, d'avoir minimum 8100 euros par mois de côté. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où on a 3 mois de salaire, on est protégé de 99% des catastrophes qui pourraient nous arriver. J'ai une panne sur ma voiture, j'ai assez d'argent pour payer. J'ai une panne sur mon frigo, j'ai assez d'argent pour payer. Je veux réserver mes vacances, j'ai assez pour payer et derrière, avoir assez encore d'épargne pour prévoir un imprévu, le temps de reconstituer mon épargne. Je suis dans une situation où je suis salarié et malheureusement je suis licencié. Je me retrouve dans une situation où je suis au chômage. Et bien la compensation entre mon ancien salaire et mon année de chômage, et bien justement ces 3 mois de salaire, si on les étale, ça vient couvrir toute la période de mon chômage et ça me permet entre guillemets de garder le même salaire, le même train de vie. Là-dessus, cette base, elle est vraiment importante à respecter et quiconque qui veut investir aujourd'hui devrait investir à partir du moment où il a bien cette base de minimum 3 mois de salaire. Là-dessus, on est donc dans cette situation où cette personne, elle a finalement bien plus. Elle a finalement 10 000 euros sur son compte courant, 5 000 euros sur son livret A, qui sont de l'argent tout de suite disponible, qui ne sont pas investis. Et donc là-dessus, finalement, on estime que 15 000, c'est trop. Elle pourrait investir cet argent. Donc la première chose qu'on a retravaillé, c'est de se dire qu'en 1, d'avoir 10 000 euros sur son compte courant, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les banques, en cas de piratage de votre compte bancaire ou de votre carte bleue, elles ont des limites de plafond. Et typiquement, dans son cas, il était limité à 2500 euros. C'est-à-dire que si demain il se fait pirater sa carte bleue, il est dans une situation où toutes les sommes jusqu'à 2500 euros vont être lui remboursées par l'assurance de la banque. Tout ce qui est au-dessus de 2500, c'est perdu. Donc déjà dans cette situation extrêmement dangereuse, il s'exposait à perdre 7500 euros si jamais il lui arrivait un quelconque piratage sur son compte bancaire, sur sa carte bleue. Deuxièmement, de l'autre côté, si il basculait ces 7500 euros sur son livret A, il se retrouvait dans une situation où là, entre guillemets, il avait trop d'argent disponible. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se dire qu'un livret A, aujourd'hui, c'est 2,50% de rendement d'intérêt au moment où je vous fais cette vidéo. Et donc là-dessus, c'est-à-dire que cet argent va capitaliser à 2,5. Mais aujourd'hui, il existe bien d'autres supports d'investissement où on peut gagner beaucoup plus. Donc là, l'idée, ça a été de se dire qu'on va laisser 8100 euros sur le livret A, parce que c'est bien, ils vont rapporter un petit peu d'intérêt, même si on peut se dire que 2,5, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Et de l'autre côté, cet argent, il est immédiatement disponible. Si jamais il a un coup dur, il a juste à se faire un virement. Et donc là, à partir de là, on se dit, ok, très bien, sa voiture, elle est payée, il a 10 000 en crypto-monnaie, et là, on a cette somme en plus à investir. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'investit sur d'autres supports financiers ? Est-ce qu'on l'investit dans l'immobilier ? Et c'est là où justement, je veux attirer votre attention, c'est que avant d'investir sur des supports financiers, il faut toujours, pour utiliser son patrimoine, aller chercher le levier financier, aller chercher le maximum de ce qu'on peut emprunter avec son endettement. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. On va prendre des chiffres ronds. Demain, j'investis 10 000 euros en crypto-monnaie et j'ai fait 10% de rendement. 10% de 10 000, c'est 1000. J'ai gagné 1000 euros à la fin de l'année. Je prends mes 10 000 euros, je les investis cette fois-ci en bourse. Je fais le même rendement, 10%. 10 000 euros, j'ai gagné 10%, 1000 euros. À l'inverse, cette fois-ci, je veux faire un emprunt immobilier. Je vais voir la banque, je lui dis voilà, je vous donne 10 000. Et la banque, en échange, elle va me prêter 90 000. J'ai donc maintenant 100 000 à investir. Et si on garde ce même exemple de chiffre rond à 10%, eh bien, 10% de 100 000, ça fait 10 000. Ça veut dire que ce qui est incroyable, c'est que grâce au levier bancaire, j'ai mis 10 sur la table et j'ai gagné 10. Et donc au final, non seulement j'ai fait x2, mais en plus j'ai gagné 10 fois plus que sur les supports financiers. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on n'est pas sur une concurrence entre investir sur des supports financiers ou des métaux précieux versus investir dans l'immobilier, c'est que les deux doivent se compléter. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est notre voie vers l'enrichissement rapide. C'est ce levier
qui nous permet d'aller chercher des gains beaucoup plus rapides. Et une fois qu'on est au maximum de notre endettement et que du coup on ne peut pas investir plus dans l'immobilier, eh bien là, l'excédent de cash qu'on a va partir sur les supports financiers. Et c'est là où justement toute la stratégie, elle tient son bout, parce que quelqu'un qui se dit « je ne m'intéresse pas à l'immobilier, je me concentre que sur les supports financiers », eh bien malheureusement, il se prive du levier de la banque et il se prive bien tout simplement de pouvoir toucher des rendements sur beaucoup plus. Une fois qu'on en est maintenant arrivé là et qu'on se dit « ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai la bonne répartition de mon épargne, je suis convaincu que je dois investir dans l'immobilier et ce qui me restera en trop de l'investir sur les supports financiers », à partir de là, eh bien, à quoi puis-je prétendre pour investir dans l'immobilier ? Là-dessus, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de prendre son revenu, dans le cas de notre gendarme, 2700 € par mois. Et dans la situation actuelle, la banque va nous prêter 35% de cette somme, assurance incluse. On est donc dans une situation où quelqu'un qui gagne 2700 € par mois a la possibilité d'emprunter pour une mensualité assurance incluse de 945 € par mois. Et si on vient traduire ça sur le marché, à quoi ça correspond ? 945 € par mois, avec les taux actuels assurance incluse autour des 3,5, on va se retrouver avec la capacité de pouvoir emprunter 180 000 € sur 25 ans. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que on doit emprunter les 180 000 ou est-ce qu'on doit emprunter une somme plus basse? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais juste avant, je voudrais vous faire un parallèle, puisque tout simplement au niveau de ce gendarme, j'ai eu la chance également d'accompagner son collègue. Et là, vous voyez, situation complètement différente. Son collègue a 2700 € de salaire également, sauf que son collègue, sa voiture, elle n'est pas payée comptant. Il a une location avec option d'achat, une LOA. Et de l'autre côté, il a un crédit meuble où il rembourse 150 € tous les mois. Donc 600 € sur la voiture, 150 € sur les meubles. Eh bien, cette personne-là, cette fois-ci, quand on fait ses 2700 x 35, sur le papier, il peut toujours emprunter la même somme, il peut toujours aller chercher cette mensualité de 945 €. Sauf que sur cette mensualité de 945 €, il a déjà entamé celle-ci en ayant 600 pour la voiture, parce que les LOA, les LLD comptent comme du crédit pour les banques, et 150 € pour les meubles. Et quand on fait 945 moins 750, on se retrouve dans une situation où cette personne ne peut plus prétendre qu'à une mensualité de 195 €, ce qui sur 25 ans représente 30 000 €. Et aujourd'hui, difficile d'acheter plus qu'un garage pour 30 000 €. Et donc là, tout de suite, c'est là où j'amène votre vigilance, c'est qu'une nouvelle fois, finalement, vous voyez, quelqu'un qui a le même salaire, eh bien, finalement, peut ne pas pouvoir faire les mêmes choses parce que sa situation, elle est différente en termes de crédit, en termes d'épargne. Et donc, c'est vraiment cette petite parenthèse que je voulais donner, c'est soyez toujours vigilants aux décisions que vous prenez dans votre vie et aux impacts que ça va avoir sur votre scoring bancaire et votre capacité à aller lever de l'argent. Maintenant, revenons dans le cas de notre gendarme. On est dans une situation où celui-ci a tout simplement la possibilité d'aller emprunter 180 000 €. On se pose donc la question de est-ce qu'il doit le faire? Et là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je disais tout à l'heure, la banque va s'attendre que sur l'épargne globale dont on dispose, on se retrouve dans une situation où on est à peu près 3 mois de salaire de côté, donc pour lui, 8 100 € de côté. Et de l'autre côté, la banque, tout simplement, va s'attendre à ce qu'on ait 10% du projet immobilier qu'on veut financer de côté. Ce qui se passe, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, mon gendarme, sur ses 30 000 €, en réalité, il n'a que 25 000 qu'il peut utiliser, puisque les 5 000 sont dans sa voiture. Et là-dessus, même si la voiture pourrait être vendue, il a besoin d'un véhicule tout de même pour se déplacer. Donc en réalité, sur les 30 000, il n'y en a que 25 000 qui sont utilisables. Et sur ces 25 000, si on vient retirer les 8 100 € à avoir de côté, il n'en a que 16 900 qui peuvent être utilisés au titre des investissements. Donc déjà, premièrement, on est dans une situation où, à partir du moment où il a que 16 900 € d'épargne disponible, c'est impossible pour lui d'avoir l'équivalent de 10% d'apport sur 180 000, puisque ça veut dire que ça lui demanderait d'avoir 18 000 € pour l'apport, plus ces 8 100 € pour se protéger au titre de sa situation personnelle. Donc, premier point, même si sa capacité d'emprunt lui indique qu'il pourrait aller chercher 180 000 € et que la banque pourrait lui prêter 180 000 €, il a une forte probabilité de s'exposer à des refus de prêt ou tout simplement, s'il a une banque qui lui donne un accord, ce qui pourrait arriver par le fait qu'il est fonctionnaire, par le fait qu'il est sur un métier qui donne confiance aux banques et par le fait qu'il est logé à titre gratuit, et bien justement, c'est lui qui viendrait se mettre en danger derrière s'il arrivait à un quelconque imprévu dans sa vie personnelle ou sur son investissement immobilier. Donc, on a éliminé dans un premier temps ce scénario d'aller investir sur 180 000 €. On est donc parti dans un raisonnement différent et le raisonnement qui a été retenu, c'est le suivant. C'est de se dire que sur ces 16 900 € qu'il peut investir,
on sait que la banque va lui demander l'équivalent de 10% d'apport, mais on sait également que la banque va lui demander en sus d'avoir au minimum 6 mois de loyer à venir de côté, tout simplement de façon à pouvoir couvrir la mensualité et les charges. Si jamais il y avait un imprévu, tout simplement au niveau de sa location, c'est-à-dire typiquement demain, j'ai un changement de locataire et j'ai pas retrouvé quelqu'un tout de suite, même si sur l'immobilier c'est assez liquide, on peut avoir un mois de turnover, ça peut arriver le temps que tout se goupille. Si jamais j'ai un sinistre dans mon logement et que temporairement je ne peux pas le louer, mais il faut quand même assumer le crédit, ou si jamais j'ai un retard dans mes travaux et que il faut bien assumer le crédit. Donc là-dessus, on est dans une situation où, si on résume, 3 mois de salaire de côté, on résume 10% d'apport du projet qu'on veut acheter et l'équivalent minimum de 6 mois de côté, idéalement 12. On est donc dans une situation où là, notre gendarme, si on prend l'exemple tout simplement d'un bien immobilier auquel il pourrait prétendre, avec un loyer à peu près de 650 € par mois qu'il va récupérer, ça lui demande d'avoir 8100 € de côté, d'avoir 10% du projet immobilier qu'il va pouvoir mettre en place et d'avoir l'équivalent de minimum 6 mois, idéalement 1 an de loyer de côté, soit au total, sur ces 16 900 €, 7 800 € à mettre de côté pour protéger le crédit, et donc au final 9 100 € qui peuvent être investis. C'est-à-dire que ça peut sous-entendre qu'il peut partir sur un projet à 91 000 € et être dans cette situation où il est sécurisé puisqu'il a assez d'épargne pour protéger sa vie personnelle et protéger tout simplement son investissement. Maintenant, la question c'est, avec 91 000 €, qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce que sur le papier, on se dit 91 000 €, c'est pas beaucoup. Eh bien non, tout au contraire, 91 000 € pour démarrer dans l'immobilier, c'est un très bon point de départ. Puisqu'en effet, pour 91 000 €, tout simplement, il va pouvoir prétendre dans la majorité des zones de province en France, où on va être sur des prix autour des 2 000 € du mètre carré, prétendre tout simplement à des appartements de type T2, qui sont des appartements qui sont extrêmement plébiscités pour les personnes qui démarrent dans la vie, pour les jeunes couples qui se lancent, et qui sont des appartements qui non seulement vont avoir des turnovers qui sont assez faibles, puisque contrairement à un studio, les gens vont rester en moyenne 2 à 3 ans à l'intérieur des T2, et en plus de ça, ce sont des investissements qui sont assez liquides à la revente, puisque comme on est sur des petits prix, une grande majorité de la population est en capacité d'acheter ce type de bien le jour où on peut le revendre. Maintenant, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça va nous donner et quelle stratégie précise on va mettre en place au niveau de l'exploitation. Dans sa situation personnelle, ce qui a été étudié, comme c'est son premier investissement, c'est de ne pas partir sur un montage en société où la majorité des banques auraient pu lui dire, écoutez, vous êtes tout seul, il n'y a pas d'intérêt à partir en société et en plus vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, donc on va refuser, on ne va pas vous prêter. Non, on est parti sur un investissement en nom propre. Sur l'investissement en nom propre, 2 options, location nue, location meublée et éventuellement une troisième, location courte durée. La location courte durée a été complètement éliminée puisque ce n'était pas sa volonté. On est resté sur location longue durée. Est-ce qu'on fait du nu? Est-ce qu'on fait du meublé? Là-dessus, étant en fait des évolutions fiscales et de l'impact des nouvelles lois sur la location meublée, dans sa situation personnelle et au vu de la durée sur laquelle il voulait garder l'investissement, on est parti sur de la location nue. La location nue, il faut savoir une chose, c'est que ce régime fiscal est un régime fiscal qui peut nous apporter une fiscalité extrêmement lourde sur nos loyers si on n'a pas amené assez de charges à déduire et qu'on n'a pas fait assez de travaux. Donc là-dessus, bien entouré et bien formé, ce gendarme a compris qu'il devait partir sur un investissement dans lequel il allait faire beaucoup de travaux pour tout simplement avoir beaucoup de charges à déduire et se retrouver pendant une certaine durée sans impôt. Là-dessus, comment ça s'est passé? Il est parti sur un investissement où, en effet, il y avait beaucoup de travaux, mais pas de travaux périlleux. C'est-à-dire qu'on est parti uniquement sur du second œuvre, sur des choses assez faciles à rénover. Il est parti sur un appartement où tout a été refait de A à Z. Les sols, les peintures, l'électricité, la plomberie, la cuisine, les sanitaires. Tout l'appartement a été complètement rénové de A à Z et donc il est dans une situation où ça a été assez facile de le déléguer à des artisans puisque c'est le b.a.-ba pour les artisans de rénover ce type de poste. Deuxièmement, il est dans une situation où il va pouvoir, et je vais l'expliquer après, jouir d'une fiscalité vierge pendant plusieurs années. Et en plus, en étant parti sur un logement complètement rénové, finalement, demain pour les locataires, c'est très facile d'attirer des locataires dans un logement qui est totalement rénové. Et surtout, la probabilité d'avoir le téléphone qui sonne parce que quelque chose ne marche pas dans le logement est devenue extrêmement faible puisque tout a été rénové de A à Z. Alors au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça nous donne en détail? Une nouvelle fois, vu qu'on est sur un investisseur qui est éduqué, qui s'est formé, il avait connaissance que le premier point qui piège souvent dans la rentabilité sur les appartements, c'est les charges de copropriété. Donc il est parti sur un appartement où on avait un syndic bénévole et où finalement les charges de copropriété correspondent uniquement à
l'entretien des parties communes et l'ampoule dans les parties communes. Donc à partir de là, ce qui est génial, c'est qu'on est sur un appartement où les charges de copro sont extrêmement faibles. On parle de 200 € par an. Pareil, au niveau de la taxe foncière, bien renseigné, bien formé, il avait bien en tête qu'une taxe foncière, pour être cohérente, ne doit pas dépasser l'équivalent d'1 mois et demi de loyer encaissé. Là-dessus, on est sur une taxe foncière qui est extrêmement correcte. On est sur 600 € de taxe foncière. Au niveau de l'assurance, on est sur une assurance classique qui va protéger le bien en cas de sinistre. On est sur une assurance dans les prix du marché. On est sur 240 € à l'année. Et par la suite, pas de frais d'expert comptable puisque pas obligatoire en location nue et assez facile de faire sa comptabilité soi-même. Pas de cotisation foncière des entreprises puisqu'on n'a pas de SIRET, on exploite bien en direct, en nom propre et sans obligation d'être inscrit au registre du commerce. Et 3, pas de frais bancaires puisqu'il est parti sur l'ouverture d'un compte pour suivre tout simplement la comptabilité de son bien immobilier sur une banque en ligne qui ne facture pas les frais de tenue de compte. Donc là-dessus, on se retrouve avec quelqu'un qui, une fois qu'il a payé son crédit, va être dans une situation où tous les mois, il va encaisser 650 € x 12 pour en face avoir 5 840 € de charges, crédit inclus, ce qui lui amène un excédent financier tous les mois de 160 €. Et de l'autre côté, sur les charges qui sont déductibles sur sa fiscalité, 3 440 € de charges. Si on vient l'imager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, tous les mois, une fois qu'elle a payé son crédit, elle va tout simplement s'enrichir sur le capital amorti. Donc là, dans sa situation personnelle, elle a 400 € de crédit tous les mois. Il y a 200 € d'intérêt pour la banque. Il y a 200 € pour elle, qu'elle récupérera le jour où elle aura revendu le bien immobilier. Et de l'autre côté, elle a 160 € d'excédent financier tous les mois. Donc on est bien sur un projet qui lui rapporte 360 € tous les mois de gains. Et de l'autre côté, sur la partie impôt, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez simple. On va reprendre la base taxable des loyers, c'est-à-dire les loyers encaissés moins les charges déductibles, sur lesquels on va venir déduire les travaux. Et là, on le voit, c'est la magie des chiffres, on se retrouve avec un négatif comptable. Négatif comptable qui est juste super dans sa situation personnelle, puisque en location nue, la première année, il a le droit de déduire une quote-part de ce déficit sur la base imposable de ses salaires. Et lui, dans sa situation personnelle, avec une tranche à 30% d'impôt, il va récupérer un virement de plus de 3 210 € des impôts. Et donc là-dessus, c'est génial puisque finalement, c'est un gain supplémentaire et ça vient augmenter fortement la rentabilité. Et si on regarde derrière maintenant sur les années 2, 3, 4 et 5, eh bien on se rend compte que malgré en fait cette quote-part qui est partie en déduction, il nous reste encore l'enveloppe travaux à déduire et on se retrouve bien avec une fiscalité vierge pendant 4 ans. Et donc là-dessus, c'est juste super puisqu'on le voit, il a réussi à créer des revenus supplémentaires non imposables et qui en plus lui ont permis d'avoir une économie supplémentaire sur ses impôts, sur son salaire la première année. Et derrière, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir de là, il ne faut surtout pas le conserver, puisqu'on le voit à partir de la 5e année, là l'imposition devient assez significative. Il faut justement profiter de ce battement pour vendre le bien à la fin de la 4e année, d'autant plus qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en location nue, à partir du moment où vous bénéficiez d'une économie d'impôt sur la base imposable de vos salaires, vous avez obligation de garder le bien pendant 3 ans. Donc là, on est vraiment dans une situation parfaite où, en ayant bien anticipé sa fourchette de travaux et en s'étant assuré d'avoir une fiscalité vierge pendant 4 ans, il est bien en possibilité de revendre son bien sans avoir à rembourser l'avantage fiscal qu'il a eu et finalement sans avoir jamais payé un seul euro d'impôt. Maintenant, comment ça va se passer au niveau de sa revente? Puisque forcément, à partir du moment où il revend, eh bien, il va devoir payer une fiscalité sur sa plus-value s'il y a une plus-value. Et là, dans son cas personnel, c'est assez simple. Si on vient détailler les choses, le bien immobilier, de base, il a été acheté 60 000 €, sur lequel il a payé les frais de notaire. On va arrondir, il était à peu près de 6 000 €. Et en sus, il avait ses travaux, 25 000 €. Donc, on est sur un coût global où le projet immobilier lui a coûté 91 000 €. Et c'est justement le prix auquel il va revendre l'appartement. Et c'est là où on se dit, ah ben c'est génial, il n'a pas fait de plus-value, donc là-dessus il paye pas d'impôt. Et non, grave erreur, grave erreur. Là-dessus, les textes sont assez clairs. Comment va se calculer la plus-value? On va reprendre le coût d'acquisition, les 60 000 €. On va rajouter les 6 000 € de notaire qui en location nue ne sont pas déductibles, donc sont réintégrables au moment de la vente. Et au niveau des travaux, on ne peut pas les réintégrer puisqu'ils ont déjà été déduits sur la base imposable de nos loyers. Et donc, on se retrouve dans une situation où, eh bien, on a généré une plus-value de 25 000 €. Et là, cette plus-value de 25 000 €, elle va être imposée sur la base du barème de la plus-value sur la revente.
Et dans sa situation personnelle, en revendant à la fin de la 4e année, c'est 36,2% d'impôts. Ça veut dire qu'il va devoir faire un chèque de 9050 € au niveau des impôts. Et ça, là-dessus, soyez vraiment très très vigilants à bien maîtriser ces règles comptables sur la plus-value. Et je suis là pour vous y aider parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs l'oublient et le jour où ils revendent, c'est la douche froide. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, en fait, finalement, il n'est pas intéressant son investissement. Puisque, ok, il a gagné de l'argent sur les loyers, ok, il a eu une économie d'impôts, mais finalement, il fait un chèque de 9000 € à la sortie. Donc, pour moi, c'était pas intéressant, il fallait pas investir. Et c'est là où, justement, on va rentrer une nouvelle fois en détail dans les chiffres, et vous allez voir que tout au contraire, c'est un très bon investissement, et il aurait pu difficilement gagner plus sur d'autres supports d'investissement. Alors là-dessus, comment ça va se passer? La première chose, c'est que du coup, sur ces 91 000 €, une fois qu'il aura payé ce qui va être prélevé par les impôts, lui, il va récupérer 81 950 €. Sur ces 91 000 €, une fois qu'il aura reçu tout simplement le paiement du notaire, lui, il va récupérer 81 950 €. Sauf qu'en fait, en face de ça, il a un crédit. Et comme on l'a vu tout à l'heure, à la base, comment ça s'est passé? Il a acheté son projet global pour 91 000 €. La banque lui a demandé de mettre 10% d'apport et entre-temps, il a remboursé du crédit tous les mois grâce à l'encaissement du loyer par le locataire. Et donc le jour où il revend, le capital restant dû à la banque inclut les indemnités de remboursement anticipé du crédit, il lui reste 72 300 €. Ça veut dire que si on vient réintégrer son apport, pour être à l'équilibre, il lui faudrait 81 400. Donc là, tout de suite, on se dit, oui, en fait, c'est mesquin, parce que si on reprend le solde du crédit plus l'apport qui a été mis à la base, en fait, j'ai juste récupéré mon apport plus 550 € de bénéfices. Sauf que ça, c'est sur la partie plus-value. De l'autre côté, si on vient accumuler tous les chiffres, on se rend compte que sur cet investissement, notre gendarme, il a encaissé 7 840 € au titre de tous les excédents financiers qu'il a eu pendant 4 ans. Il a eu une économie d'impôt de 3 210 € grâce au déficit foncier qui a été impliqué la première année. Donc en fait, il a gagné 11 160 € de gains. Et donc on est dans une situation où son retour sur investissement, si on reprend son apport de 9 100 € de base versus les 11 160 € qu'il a récupéré plus son apport d'origine, il a eu un retour sur investissement de 127%. C'est comme si son argent, il avait travaillé à 22% par an. Et même si on a arrondi à 23% par an. Et ça, là-dessus, il n'y a aucun support financier qui est capable de le faire. Beaucoup de personnes vont dire, si, avec les crypto-monnaies, je peux y arriver. Oui, mais en fait, c'est pas sûr. Et des gens qui ont fait une moyenne de 23% par an sur les crypto-monnaies, j'en connais pas beaucoup. Sur la bourse, même les meilleurs traders, les meilleurs investisseurs ont du mal à faire plus de 10%. Et d'ailleurs, investir sur des métaux précieux, ça reste extrêmement hasardeux et on est plus sur du 5%. Donc là-dessus, vraiment, un rendement exceptionnel grâce à cet investissement qui a été mis en place et grâce à l'usage de l'effet de levier. De l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il a gardé de l'épargne pour protéger son investissement. Mais du coup, cet argent-là, il était là sur ses comptes bancaires. Et bien évidemment, ce qui a été décidé avec lui, c'est de pas laisser son argent comme ça. Puisque en ayant ces 8100 € d'épargne de sécurité, sur la base de ses 3 mois de salaire, si demain il avait un imprévu sur son investissement immobilier, il pouvait taper dans cette épargne-là, qui était disponible tout de suite, et derrière, reconstituer son épargne, le temps justement tout simplement d'avoir compensé les sommes qui avaient été sorties. Et tout l'argent qui avait été mis pour protéger l'investissement, les fameux 12 mois de loyer de côté, cet argent-là, il a été placé. Cet argent, il a été mis sur des supports financiers et sur un gain moyen de 5%, au bout de 4 ans, ça lui a rapporté, si on arrondit, 1200 € après impôt. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où notre gendarme, il a eu 11 160 € de gains grâce à son investissement immobilier. Il a eu 1176 € de gains sur ses placements financiers et sur son livret A qui tournait quand même, il a eu 840 € de gains. C'est-à-dire qu'au total, il a gagné 13 177 € et 54 centimes, ce qui fait que si on le redivise sur 4 ans, c'est comme s'il avait gagné 3 294 € et 39 centimes. C'est plus qu'un mois de salaire. C'est 1,2 mois de salaire. Et là, c'est juste extraordinaire que de se dire que juste sur la base de son épargne et de sa capacité d'emprunt, il a réussi à se créer plus qu'un 13e mois. Et là, je vous le donne en mille. À partir du moment où vous voyez que ça fonctionne, que les banques voient que vous faites correctement les choses, eh bien le deuxième investissement, il peut pointer le bout de son nez et se mettre en place. Et ça, je peux vous le dire, avec toutes les personnes que j'accompagne depuis maintenant de nombreuses années, et moi-même le premier,
combien j'ai de personnes qui aujourd'hui ont mis en place de nombreux investissements qui tous les mois leur apportent un 13e, un 14e, un 15e mois de salaire en ayant quelque chose qui est relativement passif, puisque finalement les échanges avec les locataires sont extrêmement faibles. Le plus long, c'est de mettre en place son projet immobilier. Et derrière, il ne nous reste plus qu'à démultiplier les opérations. Et forcément, in fine, à la fin, on gagne beaucoup plus que si on avait juste investi sur des supports financiers ou si on s'était juste dit, je prends ma capacité d'emprunt, j'achète ma résidence principale, je rembourse mon crédit tous les mois. Maintenant, forcément, en voyant cette vidéo, vous vous dites, quel est mon intérêt de vous donner toute cette recette, de vous donner finalement tout le raisonnement que j'ai eu avec cette personne, en sachant que derrière, c'est très facile pour vous de le recopier et de l'adapter à votre propre personne. Déjà, premièrement, mon objectif, je l'ai toujours dit, c'est de rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre. Et si aujourd'hui, dans cette vidéo, et je vous laisse me le mettre en commentaire, ça a pu vous apporter de la valeur, ça a pu vous aider à passer à l'action, j'ai réussi la base fondamentale de ma mission. Maintenant, de l'autre côté, mon deuxième objectif, c'est de permettre aux gens d'investir dans l'immobilier sans faire d'erreur. Je rencontre beaucoup trop de personnes qui se sont trompées et ça a malheureusement détruit leur vie. Ça a joué sur leur couple, ça a joué sur leur personne personnelle, ça a joué sur leurs finances. Et ça aujourd'hui, je ne veux pas que ça arrive. Et aujourd'hui, j'ai la fierté d'accompagner des dizaines et des dizaines de personnes tous les mois et d'être dans une situation où ces personnes mettent en place des projets immobiliers qu'elles maîtrisent, qu'elles comprennent et surtout qui comprennent que chaque situation est individuelle. Et mon rôle aujourd'hui, si tu le souhaites, c'est justement de te donner la petite information qu'il te manque, la petite graine pour être sûr que tout ce que tu as posé sur ta feuille de papier est bien bon. Et cette petite graine, c'est quoi? C'est la réalité du terrain. C'est qu'aujourd'hui, en étant tous les jours sur le terrain, je suis capable de vous aider à prendre de la hauteur sur votre stratégie d'investissement pour vous confirmer que vous êtes parti dans la bonne direction, que vous n'avez pas fait d'erreur et éventuellement pour vous mettre en avant les choses auxquelles vous auriez pu ne pas penser, tout simplement. Donc si aujourd'hui vous avez une volonté profonde d'investir dans l'immobilier ou d'optimiser tout simplement ce que vous avez déjà mis en place en termes de patrimoine immobilier, je vous invite à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description, ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous aider. Et pareil, pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, comme ce gendarme typiquement, mais qui manquent de temps parce que vous êtes très pris par votre carrière professionnelle et par l'importance de votre vie personnelle à côté, sachez aujourd'hui qu'avec mes équipes, on est également là pour vous accompagner dans la mise en place de votre projet en identifiant pour vous le bien à acheter et derrière en coordonnant tout simplement sa mise en vie avec la gestion des travaux et à terme l'arrivée des locataires. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté énormément de valeur. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bons investissements. Ciao!